Tu es intéressé par une carrière en tant que développeur back-end, mais tu sais pas par où commencer. Alors, cette vidéo est faite pour toi. Avant de commencer, tu peux mettre un pouce à cette vidéo et t'abonner à la chaîne. Dans cette vidéo, je vais te présenter une roadmap, des idées pour comment devenir un développeur back-end avec les technologies, on va dire, modernes pour 2025 et les années à venir. Allez, c'est parti. Le plan de la présentation, 6 parties. D'abord, c'est quoi un développeur back-end? Quelle roadmap on peut avoir? Ensuite, quel langage back-end choisir? Quel BDD, donc base de données, choisir, apprendre pour être un développeur back-end? Ensuite, comment virtualiser et déployer dans le cloud son application? Ça, c'est important. Si tu veux travailler dans une app, dans une boîte qui fait plutôt des logiciels as a service, donc dans le cloud. Qu'est-ce que c'est que la CI/CD et qu'est-ce qu'il faut prioriser dans l'apprentissage de la CI/CD? Et enfin, le hosting de ton application. On y va tout de suite. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un développeur back-end? C'est un développeur qui implémente la logique qui va être exécutée côté serveur, qui implémente la logique aussi d'interfaçage avec la base de données et les API pour s'assurer que l'application fonctionne correctement, puisse recevoir les requêtes utilisateurs et aussi passe à l'échelle, hein. C'est ça le terme scalabilité, donc tu puisses gérer des centaines, voire des milliers d'utilisateurs sur ton application. Il est censé gérer la sécurité, optimiser les performances et s'intégrer avec les services externes, hein. C'est de plus en plus le cas, les softwares, les logiciels s'interfacent de plus en plus avec d'autres services externes. Il faut communiquer par API, hein, donc via par exemple des API REST. Donc tout ça, il faut l'apprendre. Évidemment, on n'est pas tout seul quand on est développeur back-end. On a d'autres types de profils avec nous. On a des équipes front-end, on a des DevOps aussi qui sont plutôt en charge des ressources. Donc ça, c'est une roadmap que je peux recommander, en tout cas, si on veut se lancer dans cette carrière. Il faut d'abord, évidemment, apprendre un langage de programmation back-end. Ensuite, il faut apprendre une base de données relationnelle et comment l'utiliser, donc les bases du SQL. Il faut aussi savoir comment containeriser son code, donc ça se passe avec Docker. Et puis comment le déployer dans le cloud. Donc d'abord versionner son code avec Git, et puis comment le déployer dans le cloud. On va voir qu'il y a des différents services qui permettent de le faire. Les langages back-end, donc bon, j'ai regardé un peu ce qui est le plus populaire. Il y a un top 3 qui se dégage quand même. On a Python, Java et Node.js. Alors, pour Python, bon, numéro 1 popularité, ça dépend en réalité, mais Python, c'est assez simple à apprendre, c'est l'avantage. On peut rapidement faire des applications sans passer trop de temps on va dire des choses un peu absconses. On n'est pas dans du C++, donc on est ici pour faire de l'efficace, même si c'est pas le langage le plus optimal en temps d'exécution. On peut avoir quand même des paradigmes de code qui permettent d'exécuter rapidement son code, comme Asyncio par exemple, donc l'asynchrone. L'avantage de Python, c'est qu'il vient avec énormément de librairies, de packages et de frameworks. On a FastAPI. Je vous renvoie vers les vidéos que j'ai faites sur la chaîne sur FastAPI pour tout ce qui est framework web. Django, on va dire que c'était l'historique. Il commence un peu à perdre en popularité face à FastAPI. L'avantage, c'est quand vous faites du Python, c'est que vous pouvez faire du back-end avec, mais vous pouvez faire d'autres choses aussi. Si vous vous intéressez plus tard à la data engineering, etc., bien, c'est le langage de prédilection. Même pour le machine learning, on est très Python pour ces postes data. Donc vous avez pas mal de ressources gratuites, hein, donc FreeCodeCamp, vous avez toutes les documentations, FastAPI, et bien sûr maintenant avec les LLM, hein, donc avec ChatGPT, Grok, etc., Gemini, vous pouvez absolument apprendre à coder avec ces outils-là, donc profitez-en. En numéro 2, je mettrai Java. C'est plutôt l'historique, hein, le langage legacy dans les grands groupes, très utilisé par exemple en banque. Donc c'est en fait l'avantage de Java, c'est que c'est très robuste. On a un minimum on va dire, d'espace de potentielles erreurs en fait, puisque le langage est assez rigide et assez verbeux pour le coup. Mais voilà, ça rassure les grands groupes parce qu'on diminue un peu le risque d'erreur. Donc on va dire, là, si vous voulez travailler dans des boîtes un peu plus legacy, un peu plus historiques, les grands groupes, Java, c'est pas mal intéressant pour ça, mais c'est pas pour autant que c'est un langage qui tombe en décrépitude, puisque vous avez beaucoup de ressources. Vous avez des packages aussi qui sont développés pour faire du machine learning et autres, hein, donc et vous avez un framework web qui est Spring Boot, qui est très bien fait aussi pour faire des applications web.
Donc vous avez des ressources aussi pour apprendre ça, vous avez Building, Oracle, et cetera. Donc Java, ça dépend vraiment du profil que vous voulez avoir. Moi, je dirais plutôt qu'en startup, on ne ferait pas du Java, plutôt grand groupe. En numéro 3, mais je pense que même il gagne un peu de popularité, il va peut-être passer en numéro 1. On est sur JavaScript, avec Node.js. Donc l'avantage, c'est que ça vous permet d'être full stack, hein. Vous pouvez écrire votre back-end en Node et votre front en TypeScript. Donc c'est l'avantage d'avoir à apprendre un seul langage pour tout faire. C'est asynchrone par nature, donc comme le framework Asyncio de Python. Et vous avez des frameworks pour faire du web, hein. Vous avez Express, Nest.js. Donc c'est assez populaire aussi JavaScript avec Node.js. J'ai pas mentionné, en back-end, on peut faire du Rails, donc c'est Ruby. C'est très web dev, donc si vous allez faire du Rails, ça sera vraiment pour faire du web dev et ça sera un peu, restreint à ça malheureusement, alors qu'avec les autres langages, bah, c'est un peu plus large. Maintenant Ruby, Rails, ça permet d'avoir une productivité extraordinaire en web dev, mais pour le coup, c'est un peu limité à ce périmètre-là, donc faut le prendre en considération. Une fois qu'on a pris son langage back-end, eh bien, il faut quand même apprendre à s'interfacer avec une base de données. Évidemment, quand vous allez avoir des vrais utilisateurs de votre application, eh bien, il va falloir, bah, écrire toutes, leurs données quelque part. Donc on va pas écrire ça dans des fichiers, on va écrire ça dans des bases de données qui sont, parfois redondées, qui sont, backupées et cetera. Donc on veut une vraie persistance de la donnée. Donc pour ça, vous avez en gros 2 grandes familles en relationnel. Après, vous avez des bases de données non relationnelles, mais elles sortent un peu du scope, d'applications web, quoique. Vous pouvez faire aussi du MongoDB qui est non relationnel, et sur lequel vous pouvez appuyer votre application. Mais bref, les choix populaires, ça va être PostgreSQL, MySQL, plutôt PostgreSQL d'ailleurs pour ma part. Heu, Base de données, relationnelle, classique. Donc l'avantage du relationnel, ça gère des milliers de transactions, des petites transactions en parallèle et donc ça vous permet d'être très efficace pour, de scaler très, très facilement. Et puis l'avantage d'avoir un framework relationnel, ça vous assure une cohérence de la donnée. C'est le fameux théorème, CAP, donc qui vous explique le trade-off qu'on va avoir entre, la cohérence de la donnée, la vitesse de réponse et cetera. Bon, si vous faites du PostgreSQL, si vous faites du SQL, en fait, il va falloir apprendre le langage, le SQL, qui est un langage, de requêtes qui vous permet d'interroger une base de données, aussi d'écrire dans une base de données et cetera. Et après, une fois qu'on a appris tout ça, le niveau un peu supérieur quand même, une fois qu'on a les bases, il faut, essayer d'apprendre à modéliser toute sa base de données, de sorte à ce qu'on ait une modélisation qui soit efficace, hein, qui soit, le plus, dénormalisée possible. Et puis on va, qui soit le plus normalisé possible, pardon. Et puis, aussi, il faut apprendre comment, améliorer la performance des requêtes en mettant des index, par exemple. Donc, il faut aussi apprendre, à optimiser ses requêtes avec, comment, utiliser au mieux les jointures et cetera. Donc ça, c'est important. Et en tant que développeur back-end, pour aller plus loin, évidemment, il faut apprendre des ORM. Ce sont des packages qui permettent de s'interfacer avec une base de données directement. Donc c'est-à-dire que vous manipulez un objet, eh bien, vous allez avoir en miroir un modèle SQL qui correspond à cet objet. Et donc, en Python, vous allez faire par exemple, user.create, hop, derrière, ça va faire un insert en base de données, mais sous le capot, sans que vous ayez à écrire la logique. Donc en Python, vous avez, SQLAlchemy qui est plutôt, populaire. En Java, vous avez Hibernate qui est aussi populaire. Allez, une fois qu'on a appris une base de données et un langage de requêtage, eh bien, il va falloir commencer à s'interroger sur comment virtualiser son code, c'est-à-dire comment, préparer son code à être déployable dans le cloud. Parce qu'en effet, vous allez avoir votre application qui tourne en local, mais il faut avoir, en gros, comme si vous aviez il faut penser à avoir, comme si c'était un ordinateur qui tournait dans le cloud pour vous et qui héberge l'application. Donc comment faire en sorte que son code, il soit préparé et déployé, dans le cloud, pour être déployé dans le cloud en tout cas? Eh bien la technologie la plus populaire, ça va être, Docker. J'ai fait une vidéo tuto, hein, sujet sur la chaîne, vous pouvez la retrouver. Donc très simple ici, enfin, il y a plusieurs niveaux, on va dire. La base, on va dire, le niveau 1, c'est de savoir écrire son Dockerfile pour avoir son application qui, s'installe et qui puisse tourner dans un conteneur. Donc il faut, connaître un peu le workflow, de comment déployer son code, dans un registry pour Docker, hein. Donc vous construisez votre image, vous l'exécutez. Une fois que ça marche, vous testez en local. Une fois que ça marche, vous la poussez vers un registre, par exemple Docker Hub. Il y en a plein, hein, sur AWS, ça va être Cloud Registry.
et vous allez avoir la même chose sur tous les cloud providers, pardon. Donc on a notre code qui tourne dans un conteneur, mais en fait, ce code, il va avoir besoin, par exemple, de services, additionnels. Donc, on peut rajouter par exemple, une base de données, avec, son service. Donc, ça serait, il faudrait écrire un Docker Compose, en fait, qui en fait, déploie toute une stack avec, les ressources qui sont nécessaires à notre application. Donc, vous allez avoir votre back-end, puis vous allez avoir la base de données, peut-être un système de cache avec Redis, et cetera. Donc, tout ça, ça prend, vous avez de la ressource pour ça, donc évidemment la documentation officielle. Vous avez Katacoda aussi qui vous permet de jouer un peu avec ces éléments. Très bien, alors on a containerisé notre application, prête à être déployée dans le cloud. Comment on fait pour déployer en continu du code? Et quelle est la bonne pratique pour vérifier que notre code, qui est déployé, il marche très bien? Il marche sans bug. Eh bien, déjà, première chose à apprendre, c'est les basiques de Git, hein. Git, c'est, une application qui vient nativement, avec, Linux, avec Mac aussi, hein, de mémoire. Sur Windows, il faudra peut-être l'installer. Donc avec Git, vous pouvez versionner votre code, c'est-à-dire, dès qu'il y a une modification, vous faites un commit, ça prend en compte la modification. Et puis, vous pouvez brancher votre versionnage local avec un service de versionnage dans le cloud. Donc ça va être, le plus populaire, ça va être GitHub, mais vous avez aussi, GitLab, vous avez, Bitbucket qui font la même chose. Donc dans ces outils d'intégration, continue, vous avez ce qui s'appelle des workflows ce qui permet d'exécuter, des tests de qualité, donc des tests unitaires, par exemple, sur votre code, mais aussi des tests de qualité, enfin des tests de coverage, par exemple. Puis, toute étape supplémentaire, par exemple, déployer, construire votre conteneur Docker, puis le pousser dans un registre. Et donc, c'est pour ça qu'on appelle ça le, CI/CD, hein, Continuous Integration, Continuous Development, puisqu'on va tester son code en continu à chaque fois qu'on va le pousser, et puis on va le packager et le déployer dans le cloud, tout ça de manière automatisée, dès qu'on pousse, son code sur GitHub. Et donc, l'avantage de GitHub aussi, c'est qu'on on rend public, on partage son code avec, ses collaborateurs et avec ses équipiers, et ils peuvent évidemment, revoir le code et puis, eh bien, valider ou demander des changements sur les changements de code qu'on propose. Donc bon, ça, c'est important à connaître le workflow de développement pour un développeur back-end. Pour apprendre tout ça, vous avez les docs de GitHub Actions qui sont intéressantes. Donc ça, c'est un fondamental, hein, quand même à maîtriser, hein. Tout ce qui est, commit, merge, pull request, et cetera, ça, il faut l'apprendre. Ça s'apprend très rapidement en réalité, hein. En une journée, on comprend très bien comment ça marche. Bon, vous avez déployé votre code quelque part. Maintenant, ce quelque part, c'est quoi? Eh bien, ça va être un cloud provider. Donc, il y a plein de cloud providers différents, plus ou moins avec des services plus ou moins performants, plus ou moins concurrentiels, plus ou moins chers, et cetera. Donc ça, c'est un choix à faire, plutôt côté, IT, hein. C'est comment choisir son cloud provider, sachant que c'est quand même un peu compliqué d'avoir différents cloud providers pour différents services. Une fois qu'on est dans un cloud provider, c'est plus confortable de rester dans le même parce qu'on n'a pas à gérer, du transit réseau sur des cloud, providers différents. Donc bon, idéalement, on regarde bien les services dont on a besoin et puis on prend le plus intéressant. Pour du développement web, Heroku, c'est pas mal, en fait. Et vous avez en plus du free tier ou en tout cas un tiers, pas 1 tiers qui est pas très cher en termes de budget, donc c'est pas mal pour le déploiement. Vous avez Vercel pour JS et Node. Bon, jamais essayé, je ne sais pas. Après, vous avez AWS, donc ça, je connais bien. C'est en fait, le cloud provider le plus populaire. C'est très complet, il y a plein de services. Maintenant, c'est un peu moins, friendly pour les débutants, donc il faut le prendre en compte. Vous avez DigitalOcean aussi, à explorer. Donc là, vous avez plein de ressources, plein de cloud providers différents. Ils vous donnent tous des crédits gratuits, en fait, si vous démarrez et que vous créez un compte. Donc ça peut être, une bonne, idée pour démarrer. Ouvrir un compte dans un cloud provider et puis commencer à déployer son application. Bon, donc ça va, notre application, elle est dans le cloud, eh bien, on va dire, un peu fait le tour des fondamentaux, hein. Il y a plein d'autres choses à voir également, mais on va dire qu'on a les principales briques, hein. Donc, je rappelle, les briques dont on a besoin, apprendre un langage de programmation, apprendre à utiliser une base de données avec son langage de programmation et apprendre requêter sa base de données. Apprendre les éléments nécessaires pour tout ce qui est, virtualisation, CI/CD, et puis après choisir son cloud provider et déployer son application. Voilà pour la petite roadmap, back-end développeur 2025. J'espère que ça vous aura intéressé.
Si vous avez des questions spécifiques sur, chacune de ces briques, posez-les en commentaire, je me ferai une joie d'y répondre, voire même d'en faire une vidéo et je vous dis à la prochaine.